Bonsoir, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à l'Université de Montréal. Nous avons la chance de recevoir ce soir un grand Canadien dont on peut être fier, l'économiste Mark Carney. Il est, depuis l'année dernière, l'envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l'action climatique. Nous aurons donc un accès privilégié aux idées d'une personnalité qui se trouve au cœur des grands enjeux de notre époque. Comme économiste et comme banquier central, Mark Carney a gagné la confiance du monde de la finance et du monde politique à la grandeur de la planète. Et c'est ce qui en fait un porte-parole extraordinaire pour convaincre les décideurs de l'urgence d'accélérer la transition de nos économies vers des modèles plus durables. Monsieur Carney, c'est un grand honneur de vous recevoir virtuellement aujourd'hui. Avant que la pandémie nous confine tous et toutes à la maison, il était prévu, M. Carney, que vous veniez nous visiter à l'Université de Montréal, sur notre campus, en avril dernier, à l'occasion du Jour de la Terre. Et donc, c'est partie remise, rain check, comme on dit en anglais. On compte sur vous pour revenir nous voir sur place. La rencontre virtuelle d'aujourd'hui a au moins le mérite de réunir plus de 1200 personnes, en fait presque 1300, à ce qu'on me disait il y a quelques minutes. Ce sont des étudiants, des professeurs, des gens du public qui participent toujours nombreux à nos événements et c'est ce qui nous motive à en organiser encore davantage. Celle de ce soir est exceptionnelle. Il y en a toujours qui se manifestent parce que, évidemment, c'est la mission, l'une des missions de l'Université de Montréal, d'offrir de nouvelles perspectives aux citoyens et citoyennes. C'est au cœur de notre responsabilité sociale et citoyenne que d'offrir ces occasions de réflexion sur les grands enjeux planétaires. Monsieur Carney, mon collègue Frédéric Bouchard, le doyen de la Faculté des arts et sciences, vous présentera plus en détail dans quelques instants. Mais je voudrais mentionner simplement qu'en plus de passer cette heure et demie avec nous, je sais que vous donnerez ce soir une classe de maître en économie à nos professeurs, étudiants et étudiantes. Et je vous remercie en plus de ce geste qui est une preuve de grande générosité de votre part à notre égard. Sincèrement, merci de la part de tous nos collègues de toute la communauté de l'Université de Montréal. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole au doyen Frédéric Bouchard. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Monsieur le recteur. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux que nous puissions aujourd'hui vous offrir cet entretien. L'université doit être un lieu où théorie et pratique se rencontrent et où des grands débats puissent être offerts au public. Et la Faculté des arts et des sciences s'est toujours donné une grande fierté d'être un tel lieu de rencontre. Réunir des gens d'horizons différents, comme nous le ferons ce soir, nous croyons que cela nous permet de développer une meilleure compréhension du monde. Je suis donc très heureux de vous présenter nos participants et je les remercie sincèrement d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, bien sûr, M. Mark Carney, qui est économiste, gouverneur de la Banque du Canada de 2008 à 2013, puis de la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020. Il occupe maintenant les fonctions de conseiller financier du premier ministre du Royaume-Uni pour la COP 26, soit la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, qui se tiendra en novembre 2021. Et comme M. le recteur l'a mentionné, il est également envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l'action climatique. Je souligne qu'il a participé récemment aux Reith Lectures de la BBC, des conférences annuelles depuis 1948 qui permettent aux grands penseurs d'illustrer, d'éclairer le quotidien. Et après le philosophe Bertrand Russell, le physicien Stephen Hawking, les écrivains Wole Soyinka ou l'historienne Margaret Macmillan, ce soir, il a décidé qu'après la BBC, c'était chez nous qu'il offrirait ses lumières. Et donc, je remercie M. Carney d'être avec nous aujourd'hui. L'entretien sera co-animé par Mme Louise Roy et M. Benoît Perron. Louise Roy est chancelière émérite de l'Université de Montréal et présidente du conseil d'administration du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, mieux connu sous le nom du CIRANO. Benoît Perron est professeur et directeur du département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Juste avant de céder la parole à Mme Roy, je tiens à remercier M. Thomas Mulcair, professeur invité à notre département de sciences politiques, qui nous a aidés à organiser l'activité de ce soir. Merci, Tom.
Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont soumis une question à M. Carney à travers notre plateforme électronique. On voit l'enthousiasme que la venue de M. Carney a suscité, puisque vous avez été plus de 200 à soumettre des questions. On ne pourra pas, bien sûr, les poser toutes ce soir. Je remercie Mme Roy et M. Perron d'en avoir sélectionné et qui les poseront quelques-unes ce soir. Mme Roy, M. Perron, M. Carney, à vous la parole. Merci, merci beaucoup. Bonsoir, M. Carney. C'est un grand plaisir, un vrai privilège de vous accueillir parmi nous ce soir. Et nous allons avoir une conversation au cours de laquelle nous allons aborder successivement, en premier lieu, votre carrière, vos réflexions sur le secteur financier. Ensuite, évidemment, avec la collaboration de Benoît Perron, directeur du département d'économie, nous allons échanger sur les impacts de la pandémie sur l'économie pour ensuite aborder les enjeux climatiques et le rôle du secteur financier. Je commencerai d'abord, M. Carney, par la réflexion suivante. Vous avez un parcours international qui est remarquable, qui vous a permis d'avoir un regard très large sur les défis de nos sociétés et sur les changements majeurs qui s'imposent à nous. Quand vous regardez vos expériences à la tête de ces grandes institutions centrales, particulièrement en temps de crise, comment ces expériences nourrissent-elles votre réflexion aujourd'hui et quelles leçons est-ce que vous pouvez en tirer? D'accord. Merci, madame. Merci, merci à tous et tous pour être ici dans un sens virtuel. Et je voudrais vous remercier, madame et M. Jutras, M. Bouchard, M. Perron pour votre travail pour l'Université de Montréal. Et je veux saluer les étudiants de l'Université de Montréal, surtout les étudiants économiques, pour leurs efforts, leurs initiatives pendant cette période extrêmement difficile. De bonnes nouvelles pour les économistes, peut-être des mauvaises nouvelles pour les autres, mais de bonnes nouvelles pour les économistes. Et nous aurons besoin de vous après cette crise, parce qu'il y a des grands défis et les défis, c'est le topic des discussions. Alors, il y avait une philosophe anglaise, Thomas Hobbes, qui a dit que la peur et lui étaient jumeaux. Pour moi, les crises et moi, mon jumeau et les crises, parce que j'ai commencé en tant que gouverneur de la Banque du Canada au début de la crise financière, c'était en février 2008, et j'ai terminé comme gouverneur de la Banque d'Angleterre jusqu'au début de la crise COVID. Alors, quelles leçons de crise? Et je commence avec quelques leçons sur la gestion des crises. Premièrement, l'espoir, ce n'est pas une stratégie. Alors, il faut avoir un plan. N'importe quel plan. Plan est mieux que rien. L'ancien secrétaire de Trésor, Timothy Geithner, il était la secrétaire dans l'administration de président Obama, dit toujours « plan beats no plan ». Pendant la crise financière, pendant la crise européenne et pendant cette crise. Alors, ça, c'est ça, il faut avoir un plan. Deuxième point, deuxième leçon, c'est une question de communication. Il faut communiquer clairement, souvent et honnêtement. Il faut admettre ses erreurs. Il y a toujours des erreurs pendant des crises parce que c'est une période de grande incertitude. Il faut reconnaître de nouvelles informations et ajuster la stratégie pendant la crise. Troisième point. Pendant la guerre, il n'y a pas d'athées dans les tranchées, c'est l'expression. Et pendant une crise, surtout une crise financière, il n'y a pas de libertaires. Il faut avoir l'État. Et cette leçon est liée aux dernières, que l'importance d'une puissance écrasante. Une puissance écrasante, cette puissance ne peut venir que l'État. Et c'est le moment que les valeurs publiques
prennent le plein espoir. En ce qui concerne, deuxième grand point, et en ce qui concerne les causes des crises, parce que il y avait une période, une décennie des crises de crédit, d'euro, de COVID maintenant, et durant cette période de crise de climat. Je crois qu'il y a un déséquilibre entre les valeurs du marché et celles de la société. Et je suis sûr que le capitalisme perd son sens de modération quand la croyance dans le pouvoir du marché entre au domaine de la foi. Okay? La foi peut guider la vie, c'est possible, la foi peut guider la vie, mais aveugler les politiques économiques. Par exemple, la crise sanitaire a révélé que nous avons sous-estimé notre persévérance et ignoré les risques systémiques. Et c'est donc la crise climatique qui touche le monde entier, dont personne ne pourra isoler. Alors maintenant, pendant cette crise de santé, la société, surtout la société québécoise, accorde une importance grandissante à la solidarité, la résilience et la durabilité. Alors, il faut que nous apprenions ces leçons et rééquilibrer les valeurs du marché, c'est-à-dire le dynamisme, l'innovation, le dynamisme, tout cela, avec les autres grandes valeurs de société, surtout la solidarité. Justement, à cet effet, quand on regarde les discours, quand on écoute vos réflexions antérieures à différentes étapes, vous avez un peu ce que vous soulignez, une vue qui est quand même assez critique sur le système financier actuel. Vous avez insisté pour qu'on replace les valeurs de notre société au cœur de la discussion, qu'on puisse parler d'imputabilité, de responsabilité, de sens éthique. Comment va-t-on arriver à faire changer la culture des acteurs financiers? Je pense que vous allez publier un livre bientôt qui va sortir, je crois, au cours des prochaines semaines, Values Building a Better World for All. Oui, c'est ça. C'est audacieux. Comment va-t-on arriver là, M. Carney? Ouais. Alors, merci pour mentionner le livre. C'est mon seul produit de pandémie, la seule chose que j'ai acheté pendant la pandémie. Mais oui, c'est plus facile d'être une critique, d'identifier les défaillances du marché, surtout des marchés financiers. Mais c'est plus difficile de les régler. Mais après la grande crise financière, ça commence en 2009 jusqu'au 2015-2016, il y avait plusieurs réformes au sein du système financier qui essayaient de régler les problèmes, quelques problèmes, et de rééquilibrer les valeurs de marché et celles de société. Et je dois admettre, c'était une raison que je suis devenu gouverneur de la Banque d'Angleterre à cause de cette occasion ou cette imperative en anglais, cette nécessité de faire des réformes au sein du système financier. Mais il faut, avant de régler quelque chose, il faut comprendre les problèmes. Et selon moi, il y a quelques problèmes fondamentaux en ce qui concerne le fondamentalisme du marché, market fundamentalism, cette idée que le marché c'est tout.
Et premièrement, c'est facile, bien surtout pour les économistes de l'Université de Montréal, ils tout comprennent ça. Il y a des défiances classiques du marché. Les externalities, par exemple, les situations où il y a des pouvoirs, des monopoles, oligopoly power, par exemple. Mais également, ils sont des faiblesses humaines. Nous ne sommes pas toujours rationnels, c'est évident. Et nous sommes, bien sûr, nous sommes irrationnellement impatients. Et cet aspect crée quelques tragédies d'horizon. Par exemple, la tragédie du climat ou des tragédies qui créent la situation, les défiances des banques avant d'une crise financière. À cause de ces défiances, ces fragilités, il y a, selon moi, il y a 3 mensonges du marché. Okay? Premier mensonge sont les 4 mots les plus chers de la langue française. Cette fois, c'est différent. C'est toujours un problème. Le deuxième est la croyance du marché, que le marché a toujours raison. Et afin de régler ces mensonges, si je peux dire comme ça, il faut réorganiser les banques, les grandes banques, les banques systémiques, afin d'arrêter cette situation où ils étaient trop grands pour faire faillite. Et je crois que maintenant, c'est presque fait. C'est presque fait à New York, à Londres, probablement presque ici aussi au Canada. Et on peut regarder il y a beaucoup de indicateurs financiers qui ont diminué par presque 90%, une réduction de subventions officielles des grandes banques à cause de cette idée qu'ils sont trop grands pour faire faillite. Alors, c'est la première chose, et ça donne un sens de responsabilité. C'est bizarre de le dire, mais encore un sens de responsabilité au sein du marché, au sein des grandes institutions. La deuxième chose qui est vraiment importante est de mieux aligner la rémunération avec les valeurs. Et en anglais, au Royaume-Uni, les PDG, les dirigeants des grandes institutions financières, la plupart de leur compensation est gardée jusqu'à 7 à 10 années afin de ça crée la possibilité d'éliminer cette compensation s'il y a un problème après. Okay? Après avoir une vision plus à long terme qu'à court terme. Oui. Exactement, c'est ça. Mais fondamentalement, c'est sûr qu'on ne peut pas légiférer la vertu. Alors, il y a une question de culture dedans. Ce n'est pas seulement de culture de finance, c'est une plus grande question de culture et un sens de solidarité encore avec la société, une solidarité de finance avec l'économie réelle. Alors, vous avez quand même fait allusion à des dimensions qui sont assez fondamentales sur la transformation, je dirais, de la culture des acteurs financiers, mais aussi sur la gouvernance de nos institutions, de toute évidence, puisque vous avez abordé le sujet de la rémunération des dirigeants, ce qui est quand même toujours un élément qui est assez fondamental de discussion dans notre société. Vous avez mentionné également dans votre
première réponse, le rôle important des gouvernements et de l'État en matière de gestion de crise. Et comme je sais qu'on aura beaucoup de questions à vous poser sur l'impact peut-être de la pandémie sur notre économie, je souhaiterais peut-être laisser pour l'instant vos réflexions qu'on aura l'occasion de lire certainement dans votre livre et de pouvoir y revenir parce que ce sont des éléments qui sont, je dirais, qui vont certainement entraîner énormément de discussions et de conversations sur le changement de culture nécessaire. J'aimerais peut-être qu'on aborde avec vous toute la question de l'impact sur l'économie, puis on va parler après des enjeux du climat et du rôle du soutien financier. Vous avez mentionné le rôle important des États dans la gestion des crises. Nos gouvernements aujourd'hui font tout en leur pouvoir pour prioriser l'urgence sanitaire et tenter de composer avec les conséquences économiques sans précédent que nous vivons. Les gouvernements, comme vous l'avez dit au début, ont choisi la solidarité, la santé, le bien-être au détriment des déficits budgétaires et de la dette. Est-ce que, selon vous, les priorités sont mises aux bons endroits actuellement? Ça, c'est, comme toujours, Madame, vous avez choisi la question clé. Ça, c'est la question clé de cette crise de COVID. Pendant la crise, nous avons appris au moins de 3 choses. Premièrement, le coût économique a commencé à augmenter. Et, par exemple, comme vous l'avez mentionné, nous avons un niveau de déficit public jamais vu que la Deuxième Guerre mondiale. C'est une des grandes prix de la crise. Deuxièmement, l'inactivité prolongée a commencé à dégrader la capacité de notre économie, c'est-à-dire la capacité des travailleurs, même des entreprises. Et finalement, l'impact inégal de la crise sur les femmes, les minoritaires, la jeunesse et sur le bien-être de la population, y compris malheureusement la santé mentale, la violence conjugale et le non-traitement, si je peux dire, le non-traitement d'autres maladies. Tous les coûts comme ça augmentent. Et ils deviennent de plus en plus apparents. Alors, le choix du gouvernement, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, d'Angleterre, l'autre gouvernement, c'est le choix de concentrer sur la santé, d'élever la santé contre l'économie. Cette décision est correcte? Selon moi, absolument correcte. Premièrement, c'est la décision, c'est la volonté de la plupart des Québécoises et Québécoises, Canadiens et Canadiennes. Ils veulent avoir la solidarité avec le voisin, la communauté, d'autres citoyens. Okay? Premièrement. Deuxièmement, point de vue de pratique, il n'y a pas de... Je suis économiste, alors, comme un économiste, on toujours pensé à un arbitrage, un trade-off en anglais, un trade-off entre l'économie, la santé, le climat ou l'économie. Non, il n'y a pas de vrai trade-off ici. Deux points. Il y a des données de divers pays que les individus réduisent leur activité avant les mesures du gouvernement, en anticipant des problèmes de santé, surtout au printemps 2020. Okay? C'est clair. Alors, presque, un exemple, presque plus de 80% des réductions de mobilité étaient avant des mesures, des grandes mesures. Premier point. Et le deuxième point, et chaque fois qu'un gouvernement décide d'élever l'importance de l'économie, de réduire les actions nécessaires de la santé. Et bien sûr,
Cette décision sont très difficiles à faire, je suis sûr, mais chaque fois qu'il fait ça, il y a une augmentation de problèmes de santé et ça impose une réaction plus forte, plus sévère qui frappe l'économie, qui avoir un impact sur l'économie négative très grand, plus grand, et un impact sur le déficit et la dette plus grand à cause de ça. Alors, on n'a pas le choix. Il faut élever la santé, prioriser la santé et se débrouiller et mieux débrouiller après ça afin de réduire l'autre impact sur l'économie et sur le bien-être, malheureusement. C'est intéressant comme commentaire parce que au fond, on vous trouve extrêmement sensible à tous les enjeux sociaux qui émergent au fond de ces conditions-là. Mais je suis sûre que mon collègue Benoît Perron va vouloir quand même avoir votre point de vue sur l'endettement. Je peux dire, madame, parce que, alors, mais toujours, c'est plus complexe que je viens de décrire. Mais par exemple, ici au Québec, si je bien comprendre, les écoles sont encore ouvertes. Okay? Ça, c'est quand j'étais en Angleterre, c'était une grande discussion parce que l'impact sur la jeunesse et l'impact sur la capacité des parents de travailler et l'impact sur la santé mentale d'avoir des écoles ouvertes était grand. Et selon moi, c'est mieux d'avoir cette situation ici au Québec que la situation en Ontario, par exemple, avec les écoles qui sont fermées, ils ont un impact on fermé dans un sens physiquement. Mais ça, c'est une question de risque relatif pour des gouvernements. Benoît, peut-être que tu as une poursuite de ces questions. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, M. Carney. Donc, vous avez fait allusion déjà, mais pour lutter contre la crise, les gouvernements ont emprunté de façon très importante. Doit-on s'inquiéter de ce niveau d'endettement? J'étais banquier central, toujours inquiété sur toutes les choses économiques. Mais d'un côté, les taux d'intérêt sont très bas et il est plus prévu qu'ils resteront pour longtemps, Donc, la capacité d'emprunt des gouvernements est forte. Mais de l'autre côté, il faut toujours dépenser prudemment et pour des objectifs clés et clairs. Alors, ça devient de m'inquiéter si les dépenses ne sont pas ciblées, mesurées, ciblées, et si l'évolution, quand nous commençons de sortir cette crise, et nous le commencerons, j'espère, nous le commencerons, il faut bouger, évaluer les dépenses de COVID et courant à des investissements au capital. Premier point. Deuxième point, il faut réinstaller des ancrages budgétaires, peut-être créer d'autres, comme une debt service ratio. Il faut maximiser l'investissement du gouvernement pour construire, afin de construire le capital physique, digital et naturel. Et il faut reconnaître qu'une relance durable n'est pas un slogan. C'est nécessité. Nécessité, bien sûr, pour le climat, et nécessité pour l'économie, parce que une relance durable, ce sera une relance
avec plein d'investissements, avec des grands multipliers pour l'économie et plein d'emplois. Et nous aurons besoin de plein d'emplois après la relance initiale de l'économie. Très bien. Dans la même foulée, quel est le rôle des banques centrales dans la crise actuelle? Y a-t-il des limites à leur intervention? Et quels sont les risques à plus long terme, donc par exemple l'aléa moral ou l'inflation? Oui. Alors, tout d'abord, il y a eu un choc à la baisse de l'inflation. Cette crise est un choc à la baisse à l'inflation à court terme. Il est donc approprié que les banques centrales utilisent des mesures de relance et cette direction d'assouplissement de la politique monétaire, selon moi, est absolument appropriée. Et deuxième point, il n'y a pas d'urgence absolue à court terme de relever les taux d'intérêt, par exemple. Dans un premier temps, les taux d'intérêt vont rester bas et ce qui, avec la croissance, le bas taux d'intérêt et la croissance, nous offrira l'occasion de réduire un peu la dette, le fardeau de la dette, dans les termes réels. Je peux dire comme ça parce qu'il y a plusieurs économistes qui nous occupent. En même temps, l'inflation va revenir au moyen terme, particulièrement parce que le COVID représente un choc négatif à l'offre de l'économie, la capacité de l'économie. Alors, à un moment donné, se posera la question clé. Il faudra bien redonner l'autonomie nécessaire aux banques centrales et laisser assurer leur mission fondamentale, qui est les prix, la stabilité des prix. Si vous venez de me voler ma prochaine question, justement, donc la crise a remis à l'avant-plan la question de l'indépendance des banques centrales. Comment peut-on réconcilier l'autonomie des banques centrales et l'imputabilité des élus dans une démocratie? Bon. Juste au sein, encore, c'est une bonne question. Il faut admettre que nous avons basculé dans quelque chose, en effet, inédit avec cette crise qui a effacé un peu les frontières entre les politiques monétaires et budgétaires. C'est nouveau. Nous n'étions pas dans cette situation depuis les années 30, en effet. Ma conviction est que nous n'avions pas le choix. Et quand je dis nous, je dis les banquiers centrales d'Angleterre, européennes, le BCE, le Réserve fédéral, même la Banque du Canada, n'avons pas le choix. Si les banques centrales n'avaient rien fait, les dégâts auraient été encore pires. Alors, c'est le premier point. Mais il y a un risque de en effet, on dit fiscal dominance, la dominance budgétaire, en effet, la dominance de la politique monétaire par des gouvernements. Il y a ce risque au moyen terme. Alors, il est vraiment important que les autorités indépendantes des banques centrales analysent et répondent aux risques pour la stabilité monétaire et financière. Et M. Perron, vous vient de mentionner l'aléa moral et il y a des problèmes de l'aléa moral dans les marchés financiers, surtout les marchés de crédit, parce que les institutions ont appris une leçon des activités du printemps 2020, que les banques centrales vont être là dans la situation d'urgence, dans un marché assez périphérique, peripheral, du système financier. Alors, afin de
cesser cette situation d'aléa moral, il faut avoir des réformes fondamentales de la conduite du marché, en effet. Très bien. Donc, maintenant, je vais prendre une perspective un peu plus à plus long terme. Depuis 30 ans, le Canada a comme objectif de la politique monétaire une cible d'inflation, soit un taux d'inflation annuel entre 1 et 3 Plusieurs autres banques centrales ont adopté des politiques semblables. Avec 30 ans d'histoire, quel constat en faites-vous? Dans ce sens, je suis traditionnaliste. Je crois que la politique de la Banque du Canada, ou pas la politique, le cas de la Banque du Canada, c'est l'inflation targeting, le ciblage d'inflation est le meilleur cadre afin d'achever la stabilité des prix, c'est-à-dire un peu d'inflation, mais une inflation qui est bas, stable et prévisible. Mais ce n'est pas assez. Et il faut avoir en même temps la stabilité financière. Et selon moi, un des défis que nous avons au Canada est que le mandat de la Banque du Canada est très, très étroit. Okay? La Banque du Canada a un intérêt entre les enjeux de la stabilité financière, mais pas des pouvoirs. OK? D'accord? Il est possible d'avoir une situation avec une banque centrale qui s'intéresse aux enjeux de stabilité financière, mais pas de pouvoir si on a un comité formel institutionnel de la stabilité financière, comme le FSOC aux États-Unis ou le comité de politique financière de la Banque d'Angleterre, par exemple, en Angleterre, ou le conseil de... C'est bizarre, c'est toujours en anglais, c'est European Systemic Risk Board, le conseil de risque systémique européen en Europe. Bien sûr, j'étais le vice-président de ASRB en Europe et bien sûr le chef de FPC. Alors, je comprends comment les systèmes européens et d'Angleterre se marchent. Et il n'y a plus de coordination en ce qui concerne les risques de stabilité financière. Et mon point est que dans ce contexte-ci, avec les taux d'intérêt qui sont bas, qui va être bas et prévisible pour une période de temps, les risques augmentent et il faut faire d'autres choses avec la supervision des banques, d'autres institutions, des institutions du marché de market-based finance et de shadow banking, de banquier dans les ombres. Il faut faire des choses là afin de réduire l'aléa morale et les risques de la stabilité financière. Et maintenant, à ce moment-ci, alors, une réponse simple, et c'est trop tard pour une réponse simple, mais une réponse simple est de dire, non, on garde ce cadre pour la politique monétaire, mais on change, on augmente, on institutionnalise le système afin de promouvoir la stabilité financière au Canada. Je vous remercie et je vais retourner la parole à Mme Roy pour discuter des enjeux climatiques. Je pense qu'on aurait pu continuer encore un bon moment sur le même thème et vous aurez l'occasion peut-être un peu plus tard dans la soirée avec les étudiants de reprendre un peu ces questions-là. Vous avez mentionné au tout début de votre allocution dans les leçons apprises au niveau de la gestion des crises que, au fond, là, on passe d'une crise à une autre qui est la crise climatique.
Et vous avez déjà été, dès 2015, vous faisiez allusion tout à l'heure à votre discours sur la tragédie des horizons, vous avez déjà sonné l'alarme auprès du secteur de la finance et des investissements pour dire que les acteurs dominants de la finance et de l'investissement ont un rôle clé à jouer en matière d'environnement. Alors, j'aimerais qu'on prenne un bon moment. On a eu beaucoup de questions sur ces dimensions-là pour être capable de voir comment et quels sont les outils dont on a besoin pour aligner les intérêts financiers avec ceux globaux du développement durable et quel rôle vous voyez justement à la finance durable dans la reprise économique post-pandémie. J'aimerais beaucoup qu'on prenne un bon moment pour discuter de ça parce que c'est au fond les enjeux auxquels nous faisons face collectivement au niveau planétaire et comme envoyé spécial auprès des Nations Unies, vous allez avoir un rôle à jouer dans ce domaine-là. Je trouvais mon drapeau des États-Unis. Nations Unies, pas États-Unis, Nations Unies. Premièrement, OK. Je veux commencer par clarifier notre objectif des finances privées pour le COP26 à Glasgow. Et l'objectif est de bâtir une carte encore, pour assurer que chaque décision financière prenne en compte le changement climatique. Alors, c'est fondamental de chaque décision, chaque empreinte, chaque investissement, chaque produit dérivé, prendre en compte le changement climatique. Et pour faire cela, il faut faire des réformes fondamentales de renseignement des utiles et des marchés dans le système financier. Et en effet, notre stratégie est de créer un marché pour la transition écologique. Alors, parce qu'il faut avoir d'investissements mesurés par les 1000 milliards de dollars année par année pour 3 décennies afin d'achever le net zero, en effet. Alors, il y a, je veux souligner quelques réformes clés. On commence avec le renseignement, le disclosure, les rapports. L'on peut que réglementer ce qu'on mesure. C'est évident. Et les entreprises doivent systématiquement résumer leurs risques financiers et climatiques au sein de rapports officiels. Et les auditeurs doivent fournir des garanties expliquant comment ces entreprises prennent en compte l'impact du changement climatique. Et la base de cette approche est la TCFD, Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, que Michael Bloomberg et moi, nous l'avons lancé à Paris, COP21, il y a 5 années. Mais c'est prêt. Il y a ce standard, le TCFD, ça existe. Il y a plus de 1600 grandes sociétés mondiales, surtout plusieurs sociétés canadiennes, qui l'utilisent. Et maintenant, il y a des investisseurs, les banques, d'autres montants de capital, d'autres sociétés avec un montant de capital qui mesure 140 000 milliards de dollars américains. Alors, presque tout le système financier mondial veut le TCFD, l'information de TCFD. Alors, l'objectif pour le COP26 et le G7 et le G20 en même temps est de transformer ce cadre
de rapportage, si je peux dire, et transformer de dette en enjeu volontaire à une obligation d'État, une obligation des regulators. Deuxièmement, pour les banques, il faut améliorer la gestion des risques climatiques et surtout des risques de transition, parce que on peut régler, on peut gérer les risques physiquement du climat qui existent à cause de météo sévère, mais les risques les plus importants sont les risques de transition, de stranded assets qui va exister à cause de la transition énergétique, par exemple. Et nous avons créé un groupe de 75 plus grandes banques centrales du monde et régulateurs du monde afin d'achever ça avec des stress tests et des méthodes de supervision. Et y compris le People's Bank of China, le BCE, et à partir de novembre, la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, tout le monde fait ça et ça, c'est vraiment important. Le troisième point, le secteur financier doit être de plus en plus axé sur l'opportunité de la transition, pas seulement des risques, mais l'opportunité. Et Madame, nous avons discuté sur l'équilibrage des valeurs de société, l'élévation de valeurs de durabilité. Et si nous voulons vraiment la durabilité, une valeur de marché, si j'ai une solution afin d'achever, afin d'avancer la stabilité, la durabilité, avancer le trajet au net zéro, je crée de valeur. Maintenant, ça commence au sein du système financier que les investisseurs réalisent enfin qu'on peut créer des valeurs monétaires afin des valeurs de société. Et c'est un grand changement. Mais d'ici à Glasgow, et la question pour toutes les grandes sociétés, n'importe quelle société, ça peut être une société de tech, d'électricité, même une société de finance, et quel est leur plan pour le net zero? Il y a un plan, sinon, créer un plan. Et j'ai dit juste avant ça, j'ai eu une réunion avec quelques PDG et j'ai dit, OK, Glasgow, fin novembre, c'est un peu, it's a bit dark, c'est un peu noir, c'est froid. C'est mieux d'être dans la chambre, in the room, qu'en dehors. Et le prix d'être in the room in Glasgow est un plan pour le net zero. Parce que, souvenons-nous que pendant une crise, un plan est mieux que rien. Plan beats no plan. Alors, il faut avoir un plan pour le net zero. Point final, si je peux. Il faut créer des nouveaux marchés, comme des marchés pour la compensation du charbon. Et nous avons formé un groupe de plus de presque 200 institutions, grandes institutions financières, des NGO écologiques, des sociétés, des entreprises de real economy, afin de créer ce marché qui pourrait être 100 milliards de dollars par année. Maintenant,
c'est presque inutile. Alors, il y a beaucoup à faire d'ici à novembre à Glasgow, mais en même temps, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de focus. Je suis confiant que nous allons réussir. Donc, au fond, ce que vous dites, plus de divulgation, améliorer la gestion de la transition, savoir mesurer. Effectivement, il n'y aura pas de changement sans mesure. Et regarder les opportunités, parce qu'il y aura des opportunités, effectivement. Peut-être avant de passer la parole à Benoît Perron, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va mettre en force ce plan? Est-ce que c'est simplement l'intérêt que le milieu financier aura à bouger? Est-ce que vous voyez un rôle pour d'autres institutions de mettre en force ces changements? Bon, bonne question. Le système financier réagit à l'avenir et à la crédibilité de ce mouvement qui les étudiants, les gens ont créé afin de régler cette crise du climat, première chose. Deuxième chose, le système financier réagit à la crédibilité et prévisibilité des politiques du gouvernement. Alors, par exemple, la décision du gouvernement du Canada d'avoir un prix de charbon et un prix de charbon jusqu'au 2030, $170. Oui. C'est très bien. C'est très bien parce qu'on peut réagir maintenant. On peut investir maintenant. Et ça, c'est important. Alors, il y a un lien avec les demandes des individus, les actions du gouvernement et la crédibilité de tout cela. Et ça crée une situation qui bouge. Point final, Janet Yellen et moi, nous avons écrit un papier comme des... C'est pas clair, c'est aux qualités de l'Université de Montréal, mais nous avons écrit un papier sur ce sujet en octobre. La relation entre la crédibilité des politiques, du gouvernement et le système financier avec les outils que je viens de décrire et l'impact vertueux et le cercle vertueux qu'on peut créer. Et c'est une des raisons que j'ai confiance parce que elle est maintenant la secrétaire de Trésor. Elle a un peu plus d'influence dans cette situation. Benoît? Bien, merci. Dernière question. Oui, donc vous y avez déjà fait allusion, mais peut-être que vous pouvez revenir sur le rôle exact des banques centrales dans cette transition, les outils qu'ils ont à leur disposition pour mettre en place cette vision de l'environnement. Et comment peut-on réconcilier ces objectifs vis-à-vis de l'environnement avec les objectifs plus traditionnels de banque centrale, comme celui de la cible d'inflation dont on a discuté? Oui, M. Perron, ça dépend aux banques centrales, comme vous le savez, parce que quelques-unes, comme la Banque d'Angleterre, sont des institutions monétaires et en même temps, ils ont des responsabilités pour gérer le système financier. Alors, c'est plus facile pour des banques centrales comme la Banque d'Angleterre ou le BCE, par exemple, qui ont les responsabilités pour superviser les banques, les institutions d'assurance. Mais, alors, pour les banques centrales, comme pour les activités du marché et de la politique monétaire des banques centrales, il faut premièrement gérer les risques de achats
des obligations des sociétés, des obligations des gouvernements et prendre en compte l'impact du changement du climat sur le crédit et la qualité de ces actions. Il faut toujours, presque toujours, pas toujours, mais presque toujours, les banques centrales pourraient aider la création du nouvel marché. C'est une des expertises d'une banque centrale. Alors, essayer de améliorer ça ou avancer des marchés comme les marchés de compensation de charbon, par exemple. Mais selon moi, les responsabilités des banques centrales les plus importantes sont les responsabilités macro-prudentielles qui pensent à des grands risques qui augmentent si le système financier ne prend en compte pas l'augmentation des risques associés avec le changement de climat. Monsieur Carney, malheureusement, le temps, je vois le temps qui file devant nous. Cette conversation est absolument fascinante. J'aimerais peut-être en termes de conclusion, puis vous y avez fait allusion quand même dans la dernière partie de notre conversation, mais j'aimerais que vous adressiez un message à la jeunesse, aux étudiants, à la relève, aux gens qui vont nous suivre, à ceux qui ont manifesté aux côtés de Greta Thunberg en 2019. Est-ce qu'on va y arriver avant qu'il soit trop tard d'aligner nos gouvernements, nos communautés, le monde de la finance pour dégager les consensus nécessaires à cette transition énergétique? OK. Premièrement, je voudrais souligner que le message, les manifestations de la jeunesse ici au Québec, à travers le Canada, à travers le monde, selon moi, on était décisifs. Pas intéressant, mais décisif à reformuler la question, c'est bizarre de le dire, mais reformuler la question au sein des marchés financiers et pour des PDG des sociétés. Parce que une des messages de Greta Thunberg était très clair. Et j'étais là aux Nations Unies quand elle a prononcé son discours célèbre. Et le message était clair. Nous avons une budget de charbon, ça diminue rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est simple. Et c'est ça. Et c'est vrai. C'est une question. Et alors, le point est simple. L'impact de la jeunesse était décisif de reformuler le problème, d'élever la durabilité, de mettre, d'arrêter cet arbitrage entre l'économie et la durabilité. Alors, il faut continuer, mais il faut aussi des idées, initiatives. Il faut avoir des investisseurs qui comprennent, des jeunes investisseurs qui comprennent la transition, l'importance de transition, des innovateurs, des jeunes innovateurs avec des idées de réduire, afin de réduire le charbon dans l'atmosphère. Et alors, il y a beaucoup à faire. Et nous avons, je finis avec ça, nous avons besoin de jeunes économistes de l'Université de Montréal. Alors, juste afin de terminer, merci beaucoup pour cet événement. Merci à vous, M. Jutra, M. Perron, M. Bouchard et à M. Moquer, qui c'était son idée, je crois, l'année passée. Alors, merci beaucoup.
C'est à nous de vous remercier bien chaleureusement de votre présence parmi nous aujourd'hui. Vous souhaitez surtout de réussir dans votre prochain défi, de persuader les décideurs publics, les banquiers et les investisseurs de faire de l'environnement une priorité, une opportunité, comme vous l'avez mentionné. Merci aussi d'avoir accepté de faire cette classe de maître qui va suivre immédiatement notre entretien avec les étudiants d'économie. Et merci beaucoup à tous qui avez assisté à cet événement hors du commun de votre présence. Monsieur Carney, nous avons été très choyés de votre présence parmi nous. Alors, merci à tout le monde et bonne fin de soirée.